ma fiancée a dit, avant que je t'épouse, je veux un contrat de mariage qui protège tout ce que je gagne. Je ne veux pas perdre un centime. J'ai dit, signe ce que tu veux. Elle pensait avoir gagné. Mais des mois plus tard, lors d'un rendez-vous avec son avocat, elle a vu une condition qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Et le regard qu'elle m'a lancé n'était rien de moins que de la panique. Je m'appelle Marc, j'ai 34 ans. Il y a 6 mois, ma fiancée a insisté pour un contrat de mariage qui protégeait tous ses actifs tout en ignorant complètement que j'avais discrètement construit quelque chose qui valait bien plus qu'elle ne l'imaginait. Quand son avocat a fini par lui expliquer ce qu'elle avait réellement accepté, elle a compris que sa tentative de se protéger de moi s'était retournée contre elle de manière spectaculaire. J'étais avec Camille depuis 2 ans, fiancé depuis 4 mois. Nous nous sommes rencontrés au mariage d'un ami quand j'avais 32 ans et elle 30 ans. Elle travaillait dans la vente de produits pharmaceutiques et gagnait bien sa vie, environ 140 000 € avec les primes. Elle était ambitieuse, déterminée, parlant toujours de sa trajectoire de carrière et de ses objectifs financiers. J'aimais ça chez elle au début. L'ambition est attirante. Je travaille dans la technologie, mais pas de la manière flashy que les gens imaginent. Je suis architecte logiciel, avec un revenu stable d'environ 130 000 €, rien qui ne fasse tourner les têtes. Ce que Camille ne savait pas, parce que je n'en avais jamais fait toute une histoire, c'est que je bâtissais une entreprise secondaire depuis 6 ans. Une plateforme SaaS que j'avais développée les soirs et les week-ends, quelque chose qui avait commencé comme un projet de loisir et qui s'était progressivement transformé en quelque chose de réel. Au moment où Camille et moi nous sommes fiancés, la plateforme générait environ 380 000 € de chiffre d'affaires annuel avec des frais généraux minimes. J'avais discrètement réinvesti les bénéfices, en construisant l'entreprise de manière durable, sans en tirer un salaire tape à accent grave l'œil. Je vivais modestement, je conduisais une Volkswagen pratique, je ne criais pas mon succès sur les toits. L'entreprise était mon filet de sécurité, mon futur plan de retraite, quelque chose dont j'étais fier mais que je n'avais pas besoin de publiciser. Camille savait que j'avais un projet secondaire. Elle m'avait vu travailler sur mon ordinateur portable certains soirs, savait que j'avais une petite société de logiciels, mais elle n'avait jamais demandé de détails, n'avait jamais semblé intéressée par les spécificités. Elle était concentrée sur sa propre carrière, ses propres revenus, sa propre indépendance financière. Il y a 6 mois, environ 2 mois après nos fiançailles, Camille a abordé le sujet du contrat de mariage. Nous dînions chez elle et elle avait été inhabituellement silencieuse toute la soirée. « Je dois te parler de quelque chose », a-t-elle dit. J'ai répondu, « D'accord, qu'est-ce qu'il y a ?» J'ai réfléchi à nos finances, au mariage et à ce qui se passe si les choses ne fonctionnent pas. « D'accord, je veux un contrat de mariage. Avant que nous nous marions, je veux une protection juridique pour tout ce que je gagne et tout ce que je possède. Je ne veux pas perdre un centime si nous divorçons. » J'ai posé ma fourchette. « Tu prévois déjà le divorce avant même que nous soyons mariés. » Je suis réaliste. J'ai travaillé dur pour ce que j'ai. J'ai vu trop d'amis divorcer et perdre la moitié de leurs biens. Je ne ferai pas ça. J'ai besoin que tu acceptes un contrat de mariage sous le régime de la séparation de biens. Ce qui est à moi reste à moi. Ce qui est à toi reste à toi. Alors tu ne me fais pas confiance. Ce n'est pas une question de confiance. C'est une question de protection. C'est une planification financière intelligente. Et si je dis non, alors je ne peux pas t'épouser. C'est non négociable pour moi, Marc. J'ai besoin de cette protection. J'y ai réfléchi pendant peut-être 10 secondes. Puis j'ai dit, signe ce que tu veux. Si tu as besoin d'un contrat pour te sentir en sécurité, nous ferons un contrat de mariage. Elle a eu l'air soulagée, presque surprise. Vraiment, tu es d'accord avec ça? Oui. Si tu veux que tout soit séparé, ça me va. Ton argent est à toi. Mon argent est à moi. Quoi que ce soit qui te mette à l'aise. Merci. Je sais que certains hommes deviennent bizarres avec ce genre de choses, mais j'ai besoin de me protéger. Je comprends. Demande à ton notaire de préparer quelque chose. Je demanderai au mien de le réviser. Elle a souri, m'a serré dans ses bras, semblait sincèrement heureuse que j'ai accepté si facilement. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que j'étais parfaitement d'accord pour garder les finances séparées. En fait, je préférais cela. Une semaine plus tard, l'avocat de Camille a envoyé le projet de contrat. C'était complet.
20 pages de langage juridique disant essentiellement que tous les biens acquis avant le mariage restaient séparés. Tous les revenus perçus pendant le mariage restaient séparés. Pas de pension alimentaire, pas de droit sur les comptes de retraite ou les investissements de l'autre. Tout était divisé exactement par le milieu. Tu gardes le tien, je garde le mien. Je l'ai envoyé à mon avocat, Thomas, que j'utilisais pour mes contrats commerciaux. Il l'a examiné et m'a appelé. C'est assez agressif, a-t-il dit, elle veut une séparation financière totale. Oui, c'est ce qu'elle a demandé. Tu es d'accord avec ça? Complètement. Peux-tu ajouter une clause sur les actifs commerciaux? Quel genre de clause? Toute entreprise ou tout véhicule d'investissement possédé avant le mariage ou lancé pendant le mariage reste la propriété exclusive de la personne qui l'a créé, y compris tous les revenus et les capitaux propres de la dite entreprise. Quelque chose comme ça. Tu veux protéger ta société de logiciels. Exactement. Si elle veut une protection financière, je veux la même chose. Assure-toi qu'aucune entreprise que je possède ne puisse être touchée. C'est juste. Je vais l'ajouter. Autre chose. Une dernière chose. Ajoute une clause sur la divulgation financière. Si l'une des parties présente mal sa situation financière ou cache des actifs, le contrat devient caduc. Transparence totale requise. Intéressant. Pourquoi cette clause? Parce que si je dois signer quelque chose d'aussi restrictif, je veux m'assurer que nous sommes tous les deux honnêtes sur nos finances. Cela semble juste. Je vais l'ajouter. Elle devra cependant accepter ces modifications. Elle le fera. Elle veut tellement ce contrat qu'elle acceptera tout ce qui est raisonnable. Thomas a ajouté les deux clauses et a envoyé la version révisée à l'avocat de Camille. 2 jours plus tard, j'ai reçu un message de Camille. Mon avocat dit que tes changements sont corrects. Nous pouvons signer la semaine prochaine. Elle avait accepté sans même me demander quels étaient les changements. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur l'attention qu'elle portait aux documents. Elle était concentrée sur sa propre protection et supposait que mes modifications étaient tout aussi protectrices pour moi-même, ce qu'elles étaient, mais plus qu'elle ne le pensait. Nous avons signé le contrat 3 semaines plus tard. Les 2 avocats étaient présents, nous avons paraphé chaque page et signé à la fin. Camille avait l'air satisfaite, soulagée même. Elle avait obtenu ce qu'elle voulait, une protection financière complète vis-à-vis de moi. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que j'avais obtenu la même chose d'elle, et j'avais beaucoup plus à protéger qu'elle ne le savait. Mise à jour numéro 1. Le mariage a eu lieu 4 mois après la signature du contrat. Une belle cérémonie à Chantilly, une bonne participation, une réception coûteuse sur laquelle Camille avait insisté et qu'elle avait payée elle-même. Elle voulait impressionner ses collègues et sa famille. Elle voulait que tout soit parfait. Cela ne me dérangeait pas. C'était son argent, son choix. Nous nous sommes installés dans la vie de mariés. Nous avons gardé les finances complètement séparées comme le contrat le stipulait. Un compte joint pour les dépenses du ménage auxquelles nous contribuions chacun à parts égales. Tout le reste, nos épargnes individuelles, nos investissements, nos revenus, restaient séparés. Camille semblait heureuse de cet arrangement. Elle rapportait une prime à la maison et la transférait immédiatement sur son compte d'investissement personnel. Elle n'en discutait jamais avec moi, ne posait jamais de questions sur mes finances. Nous étions mariés, mais financièrement indépendants. 3 mois après le début du mariage, ma société de logiciels a été rachetée. Pas totalement rachetée, plutôt une participation majoritaire achetée par une plus grande entreprise technologique de Lyon. Ils ont acheté 60% pour 7,5 millions d'euros. J'ai conservé 40% des parts et je suis resté consultant. Je ne l'ai pas dit immédiatement à Camille, non pas parce que je le cachais, mais parce que je le traitais moi-même. C'était 6 ans de travail soudainement validés, soudainement liquides. J'avais des avocats et des comptables à qui parler, des implications fiscales à comprendre, des décisions à prendre concernant les parts restantes. 2 semaines après l'acquisition, j'en ai finalement parlé à Camille. Nous dînions à la maison et elle parlait d'une grosse vente qu'elle avait conclue au travail. C'est génial, j'ai dit. J'ai aussi de bonnes nouvelles. Ma société de logiciels a été rachetée. Elle a levé les yeux. Ton projet secondaire. Oui. Une entreprise technologique a acheté la part majoritaire. Oh, c'est cool. Combien? 7,5 millions pour 60%.
Elle a arrêté de manger, m'a juste fixé. 7,5 millions d'euros. Oui. J'ai conservé 40% des parts. Donc, la valorisation totale était d'environ 12,5 millions d'euros. Ma part de la vente était de 7,5 millions. Tu as 7,5 millions d'euros. Après impôt, ce sera plus proche de 5 millions, mais oui, approximativement. Et tu n'as pas pensé à mentionner cela. Je le mentionne maintenant. Cela vient de se conclure il y a 2 semaines. J'ai eu affaire à des avocats et des comptables. Son visage passait par plusieurs émotions. Donc, tu as secrètement dirigé une entreprise de plusieurs millions d'euros. Pas secrètement. Je t'ai parlé de mon entreprise de logiciels. Tu n'as jamais demandé de détails parce que je pensais que c'était un petit truc à côté. Je ne savais pas que tu dirigeais quelque chose qui valait des millions. Ce ne valait pas des millions quand nous nous sommes rencontrés. Cela a grandi avec le temps. J'ai réinvesti les bénéfices, je l'ai construite lentement. Depuis combien de temps savais-tu que ça valait autant? Je ne le savais pas avec certitude jusqu'à ce que l'offre d'acquisition arrive. Ces choses sont difficiles à évaluer jusqu'à ce que quelqu'un propose réellement d'acheter. Elle s'est adossée, les bras croisés. Cela change les choses. Change quoi? Notre situation financière. Notre contrat de mariage a été négocié sur la base de nos revenus divulgués. Tu as fait croire que tu gagnais 130 000 euros par an. Je gagne effectivement 130 000 euros par an avec mon emploi principal. Les revenus de l'entreprise étaient séparés, ce qui, selon notre contrat, m'appartient entièrement et est protégé de toute réclamation. Tu aurais dû me le dire. Pourquoi? Tu voulais une séparation financière totale. Tu as insisté pour cela. Tu as eu exactement ce que tu as demandé. Ce n'est pas juste. C'est tout à fait juste. Tu voulais un contrat qui protège tout ce que tu gagnes pour ne pas perdre un centime. Je l'ai signé. Le même contrat protège tout ce que je gagne, y compris mon entreprise. Elle n'a pas eu de réponse à cela. Nous avons fini de dîner dans un silence tendu. Mise à jour numéro 2. Au cours de la semaine suivante, Camille est devenue de plus en plus contrariée par l'acquisition. Elle l'évoquait constamment. Comment je le lui avais caché? Comment le contrat de mariage devrait être renégocié? Comment il n'était pas juste que j'ai tout cet argent auquel elle ne pouvait pas accéder? Je n'ai rien caché, n'ai-je cessé d'expliquer. Tu connaissais mon entreprise. Tu as choisi de ne pas poser de questions. Et le contrat sur lequel tu as insisté protège les revenus de mon entreprise. C'était littéralement l'une des clauses que j'ai ajoutées et que ton avocat a approuvées. Je n'ai pas lu chaque détail. Ce n'est pas mon problème. Tu voulais un contrat. Tu en as eu un. Ton avocat l'a examiné. Tu l'as signé. Tout est légal et équitable. Nous devrions renégocier. Pourquoi ferais-je cela? L'accord nous protège tous les deux de manière égale. Tu gardes tout ce que tu gagnes. Je garde tout ce que je gagne. C'est ce que tu voulais. Mais je ne savais pas. Savoir quoi? Que je pourrais réussir. Que mon entreprise pourrait valoir quelque chose. Tu as supposé que je gagnerais toujours moins que toi. Que tu serais toujours la principale source de revenus. Maintenant, tu es contrarié parce que la réalité est différente. Elle n'a pas aimé entendre cela, mais c'était vrai. Elle avait poussé pour un contrat de mariage en partant du principe qu'elle gagnerait toujours plus que moi, qu'elle avait besoin de se protéger de moi. Il ne lui est jamais venu à l'esprit que je pourrais avoir besoin de me protéger d'elle. Un mois après lui avoir parlé de l'acquisition, Camille est rentrée à la maison et a annoncé qu'elle avait programmé un rendez-vous avec son avocat. Je veux revoir le contrat. Je pense qu'il pourrait y avoir des motifs pour le modifier. Sur quelle base? La divulgation financière. Tu n'as pas correctement divulgué la valeur de ton entreprise. J'ai divulgué que je possédais une société de logiciels. C'était dans la documentation du contrat. La valeur a augmenté après la signature. Ce n'est pas une fausse déclaration. Mon avocat pense que nous avons un dossier. Ton avocat te facture alors pour un dossier que tu ne gagneras pas. Mais vas-y, planifie la réunion. J'amènerai mon avocat. Mise à jour numéro 3. La réunion a eu lieu 2 semaines plus tard. Camille, son avocate, moi et mon avocat, Thomas.
Nous étions assis dans la salle de conférence de son avocate, tout le monde avec des copies du contrat devant soi. L'avocate de Camille, une femme nommée Patricia, a commencé. Nous avons demandé cette réunion pour discuter des modifications potentielles du contrat de mariage signé par ma cliente et Monsieur Marc. Sur quel motif, a demandé Thomas. Sur le motif que Monsieur Marc n'a pas correctement divulgué sa situation financière au moment de la signature. Le contrat a été négocié avec l'idée que Monsieur Marc gagnait environ 130 000 € par an. Il a omis de divulguer qu'il possédait une entreprise valant des millions. C'est inexact, a dit Thomas, le contrat mentionne spécifiquement la propriété de Marc dans une société de logiciels. C'est juste là dans la section de divulgation des actifs, page 8. Il a montré la section correspondante. J'ai regardé Patricia la lire. J'ai vu son expression changer légèrement. La divulgation dit qu'il possède une société de logiciels. Elle ne précise pas la valeur. Elle n'avait pas besoin de le faire. La valeur au moment de la signature était d'environ 2 millions d'euros sur la base du chiffre d'affaires annuel. L'entreprise a depuis grandi et a fait l'objet d'une acquisition partielle. Tout cela s'est produit après la signature du contrat, ce qui le rend non pertinent par rapport à l'accord original. Patricia a feuilleté les pages. Camille était assise à côté d'elle, de plus en plus mal à l'aise. De plus, a continué Thomas, mon client a ajouté une clause spécifique sur les actifs commerciaux. Clause 14, page 11, toute entreprise ou tout véhicule d'investissement possédé avant le mariage ou lancé pendant le mariage reste la propriété exclusive de la personne qui l'a créé, y compris tous les revenus et les capitaux propres de la dite entreprise. Cette clause a été ajoutée à la demande de mon client et approuvée par vous, Patricia, avant la signature. Votre cliente l'a acceptée. Camille s'est penchée pour lire la clause. J'ai vu son visage se décomposer alors qu'elle réalisait ce qui était écrit. Je veux aussi souligner la clause 16, a dit Thomas, la clause de divulgation financière également ajoutée par mon client. Elle stipule que si l'une des parties présente mal sa situation financière ou cache des actifs, le contrat devient caduc. Mon client n'a rien présenté de faux. Il a divulgué sa propriété d'entreprise. L'augmentation ultérieure de la valeur n'est pas une fausse déclaration. Cependant, si nous allons discuter de la divulgation financière, Thomas a sorti un dossier, j'ai fait quelques recherches sur la situation financière de Madame Camille. Camille, as-tu divulgué ton héritage de ta grand-mère? Camille est devenue pâle. Quel héritage? Les 280 000 € que tu as reçus il y a 2 ans au décès de ta grand-mère. L'héritage qui se trouve actuellement sur le compte d'investissement sous ton nom de jeune fille. Cet héritage aurait dû être divulgué dans le contrat en tant que bien prémarital. Il ne l'a pas été. Patricia a regardé Camille. Est-ce vrai? Camille n'a pas répondu. Si c'est vrai, a continué Thomas, alors selon la clause 16, la clause que mon client a ajoutée, le contrat devient caduc en raison d'une fausse déclaration financière, ce qui signifie que tous les actifs deviennent des biens communs soumis à une division égale. Y compris les 5 millions d'euros de mon client provenant de l'acquisition, mais aussi le salaire et les actifs de votre cliente, a dit Patricia rapidement. Exact. Cependant, le produit de l'acquisition après impôt de mon client, soit environ 5 millions d'euros, dépasse largement le salaire et l'héritage combiné de votre cliente. Dans un scénario de contrat nul, elle aurait droit à la moitié de tous les biens communs, mais mon client aurait droit à la moitié des siens. Le calcul ne joue pas en sa faveur. J'ai regardé Camille réaliser ce qui venait de se passer. Elle était venue ici pour contester le contrat, pour accéder à mon argent. Au lieu de cela, elle avait exposé son propre actif caché, ce qui invalidait le contrat sur lequel elle avait insisté, ce qui me profiterait en fait plus qu'à elle en cas de divorce. La pièce est restée silencieuse pendant un long moment. Finalement, Patricia a parlé. J'ai besoin de m'entretenir avec ma cliente en privé. Thomas et moi sommes sortis, avons attendu dans le hall pendant 20 minutes. Quand nous avons été rappelés, Camille avait l'air d'avoir pleuré. Ma cliente retire sa demande de modification du contrat, a déclaré Patricia d'un ton sec. Elle reconnaît que l'accord est valide tel quel. Excellent, a dit Thomas. Juste pour être clair, mon client n'a aucune intention de poursuivre la question de la divulgation financière. Tant que le contrat reste en place et n'est pas contesté, il est satisfait de l'arrangement. Nous avons quitté la réunion. Camille et moi sommes rentrés séparément. Elle était allée à la réunion directement après le travail.
Quand je suis arrivé à la maison, elle était déjà là, assise sur le canapé. Tu savais, a-t-elle dit. Tu savais pour mon héritage. J'ai fait preuve de diligence raisonnable avant de signer un contrat légal. Oui, je savais. Tu aurais pu dire quelque chose. J'aurais pu, mais tu voulais une séparation financière totale. Ton héritage était ton affaire. Je n'allais pas contester cela. Mais tu l'as gardé comme moyen de pression. Je l'ai gardé comme protection. Tu voulais un contrat qui te protège de moi. Je me suis assuré d'être également protégé de toi. C'est à cela que servent les contrats de mariage. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant rien. Le contrat tient. Ton argent est à toi. Mon argent est à moi. Exactement comme tu le voulais. Et si je veux divorcer, alors nous divorçons. Le contrat spécifie pas de pension alimentaire, une séparation nette. Nous repartons chacun avec ce que nous avons apporté. Elle est restée assise là à réfléchir. Tu t'es joué de moi. Non, je t'ai donné exactement ce que tu as demandé. Tu voulais une protection financière. Tu l'as eue. J'ai juste veillé à avoir la même protection. Ce n'est pas se jouer de toi. C'est être intelligent. Mise à jour finale. Cela fait 3 mois que cette réunion a eu lieu. Camille et moi sommes toujours mariés, mais les choses sont différentes. Il y a une distance entre nous qui n'était pas là avant. Elle me regarde différemment maintenant, comme si elle essayait de comprendre comment elle avait pu si mal juger la situation. Nous maintenons toujours des finances séparées, partageons toujours les dépenses du ménage à parts égales. Mais il y a une prise de conscience maintenant que la dynamique du pouvoir n'est pas ce qu'elle pensait. Elle est entrée dans ce mariage en pensant qu'elle était la principale source de revenus, celle qui avait besoin de protection. Découvrir que j'avais beaucoup plus d'actifs qu'elle a changé quelque chose de fondamental. La semaine dernière, elle a évoqué une thérapie de couple. Je pense que nous devons parler à quelqu'un de la confiance. Je n'ai pas brisé ta confiance, ai-je dit. J'ai été totalement honnête sur tout. C'est toi qui as caché un héritage. Tu m'as laissé croire que tu gagnais moins que prévu. Je ne t'ai jamais dit que je gagnais moins. Tu as supposé. Tu n'as jamais posé de questions sur mon entreprise. Tu n'as jamais montré d'intérêt pour les détails. Tu étais concentré sur tes propres revenus, ta propre protection. J'ai respecté cela et j'ai fait de même pour moi-même. Alors, où allons-nous à partir de là? Cela dépend de toi. Le contrat tient. Nos finances restent séparées. Si tu veux rester marié, nous restons mariés. Si tu veux divorcer, nous divorçons. Mais l'arrangement financier ne change pas. C'est tout. C'est tout ce que tu as à dire. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Tu as insisté pour un contrat qui te protège de moi. Je me suis assuré qu'il me protégeait également de toi. Tu es contrarié parce que cela a fonctionné dans les deux sens. Je ne sais pas quoi te dire. Elle est allée se coucher. Je suis resté éveillé à réfléchir à la façon dont nous en sommes arrivés là. La vérité est que je ne suis pas sûr que nous allons tenir. Camille voulait une protection financière parce qu'elle ne me faisait pas vraiment confiance. Elle ne me voyait pas vraiment comme un partenaire égal. Elle me voyait comme un risque potentiel, quelqu'un qui pourrait profiter de son succès. Quand elle a découvert que j'avais plus de succès qu'elle, au lieu d'être heureuse pour moi, elle était en colère que je le lui ai caché. Cela me dit tout sur ce qu'elle valorise. Ce n'est pas le partenariat. Ce n'est pas le soutien mutuel. C'est le contrôle, la protection et le calcul des points. Je suis Marc, 34 ans, marié à quelqu'un qui a insisté pour un contrat de mariage afin de se protéger de moi, puis s'est fâché quand le même contrat m'a protégé d'elle. J'ai appris que lorsque quelqu'un exige une protection financière avant le mariage, c'est parce qu'il ne vous voit pas vraiment comme un partenaire. Il vous voit comme un risque. Et peut-être qu'elle avait raison de le voir ainsi, parce que le contrat sur lequel elle a insisté a fait en sorte que lorsque les choses s'effondreront, et je pense qu'elles le feront, nous repartirons tous les deux avec exactement ce que nous avons gagné. Ni plus, ni moins. C'est ce qu'elle voulait. C'est ce qu'elle a obtenu. Note 1. Les gens n'arrêtent pas de demander si j'ai délibérément caché la valeur de mon entreprise. Je ne l'ai pas fait. J'ai divulgué que je possédais une société de logiciels dans les documents du contrat. Camille n'a jamais demandé de détails sur les revenus ou la valorisation.
Je n'étais pas obligé de fournir des informations qu'elle n'avait pas demandées. Son avocat aurait dû demander si la valorisation de l'entreprise lui importait. Note 2. La question de la divulgation de l'héritage. Oui, je le savais avant de signer. J'ai fait mes recherches. Je ne l'ai pas mentionné car le contrat qu'elle voulait garder de toute façon tout séparé. Son héritage était à elle. Mon entreprise était à moi. Cela n'est devenu pertinent que lorsqu'elle a tenté de contester le contrat sur des questions de divulgation. Note 3. Pour ceux qui demandent si nous divorçons, je ne sais pas encore. Nous sommes dans cet entre-deux bizarre où nous sommes légalement mariés, mais essentiellement des colocataires financiers. Elle est distante depuis la réunion avec son avocate. Je pense qu'elle essaie de savoir si rester mariée à quelqu'un avec de l'argent auquel elle ne peut pas accéder est mieux que d'être célibataire. C'est une base assez déprimante pour un mariage. Cette histoire nous plonge au cœur des complexités modernes du mariage et de l'argent où la méfiance peut parfois s'inviter avant même la cérémonie. À travers le récit de Marc et Camille, on voit comment un outil de protection juridique, le contrat de mariage en séparation de biens, peut devenir un miroir des véritables intentions de chacun. La leçon ici est fondamentale, la transparence et la communication sont les piliers d'un partenariat solide. Camille a voulu utiliser le contrat comme un bouclier contre son partenaire, le percevant comme une menace financière potentielle, pour finalement découvrir que ce même bouclier protégeait Marc avec encore plus d'efficacité. Cela soulève une question importante sur la nature du mariage, s'agit-il d'une union de deux personnes ou d'une simple transaction où chacun cherche à maximiser son gain personnel? Marc a agi avec prudence, répondant à la méfiance par une stratégie de défense tout aussi rigoureuse, ce qui a fini par exposer l'hypocrisie de Camille concernant son propre héritage caché. En fin de compte, si l'on entre dans un mariage en préparant déjà sa sortie, on risque de transformer une promesse d'amour en un simple arrangement de colocation financière. L'absence de joie de Camille face à la réussite de son mari montre que son besoin de contrôle était plus fort que son affection. Qu'en pensez-vous, chers spectateurs? Pensez-vous que Marc a eu raison de ne pas révéler la pleine valeur de son entreprise dès le départ étant donné l'attitude de Camille, ou aurait-il dû être plus transparent malgré ses exigences? Selon vous, un contrat de mariage est-il une preuve de sagesse ou le signe précurseur d'un manque de confiance fatal pour le couple? Partagez vos avis dans les commentaires.